Bonsoir tout le monde, on est à nouveau avec la journaliste d'investigation Amélie Ismaili pour ce nouvel épisode de l'Octogone où on va pouvoir faire des ouvertures un peu plus synthétiques et on continuera bien sûr sur la version longue pour les abonnés. La version longue est non censurée qui va de 1 heure à 2 heures selon le contenu de l'actualité. Amélie Ismaili, merci beaucoup d'être là. Alors, bonjour Idriss. Donc, on va commencer surtout par parler de Vladimir Poutine actuellement, qui est vraiment en pleine forme, hein. C'est ce qui a été déclaré, même LCI le reconnaît. Il participera donc à un sommet virtuel des BRICS mardi, qui sera présidé par l'Afrique du Sud. Euh, et normalement, ce sommet devrait être consacré au conflit israélo-palestinien, sachant qu'il avait dû renoncer à participer aux dernières rencontres annuelles des BRICS et du G20 à cause de la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre lui pour son rôle dans la déportation d'enfants ukrainiens. Que peux-tu nous dire là pour le moment sur ce sommet virtuel? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou Alors c'est... déjà, c'est bien le même Vladimir Poutine qui était censé être mort d'une crise cardiaque, qui avait le cancer du sida, comme disait Titeuf. Moi, je me rappelle déjà quand j'étais au Point, et c'était en 2014, j'avais fait un papier qui avait été traduit par l'ambassade russe. Donc, ça a alimenté tout un tas de spéculations sur le fait que je suis entre agent du Mossad, agent des services algériens, agent des services français, agent de la CIA, agent du Parti communiste chinois. Ça, c'est un commentateur un peu foufou dans sa tête qui l'a dit. Que j'étais donc évidemment un agent du SVR. J'avais dit que France 24 avait balancé que Poutine était autiste. France 24, hein, avec l'agence France Presse et tout. Et une amie journaliste m'avait clairement dit, je l'avais interviewée, elle n'avait pas voulu être citée, évidemment, vu le niveau de terrorisme intellectuel qui règne. Et elle avait dit, bon, clairement, si on m'avait demandé de publier une connerie pareille, j'aurais fait valoir ma clause de déontologie. J'aurais dit, non, là, c'est pas possible. Faut que vous arrêtiez les conneries sur Poutine, 5 minutes. Vous êtes censé informer les gens. Alors, il est autiste, il a le cancer, il a tout ce que vous voulez. Et là, maintenant, il venait d'avoir une crise cardiaque. Enfin, je veux dire, le niveau de criminalité de cette désinformation. Donc, merci d'ouvrir sur cette info, ou plutôt cette désinfo sur l'Octogone, parce qu'on est là pour informer. On est là pour faire du travail de journalisme citoyen que les médias ringards, aussi ringards que subventionnés, ne font plus. On voit le niveau de honte que c'est. Et là, je rappelle que c'est passé comme une lettre à la poste, que Poutine était censé avoir fait une crise cardiaque et même prononcer mort pendant 24 heures par certains médias occidentaux. Alors que bah non, en effet, il va très bien. Et que parallèlement, les choses qui vont mal, c'est plutôt l'offensive de l'OTAN en Ukraine, c'est plutôt la dissuasion nucléaire actuelle. On sait d'ailleurs qu'un missile a été tiré en France. Un petit test ne fait pas de mal depuis le centre de la France. Donc voilà, maintenant, si on parle des BRICS, bah oui, ils vont quand même bien, même si l'offensive à Gaza les a assez profondément divisés. Quand je dis assez profondément, c'est l'Inde, hein, essentiellement. Le point de division, c'est l'Inde, parce que pour tous les autres membres des BRICS, pour l'instant, l'attitude est à la condamnation d'Israël et c'était assez prévisible vu comment dire l'impopularité de Netanyahou. Donc, mais le coin dans les BRICS, c'est l'Inde qui ne peut pas, sous aucune forme, soutenir une puissance musulmane ou un point de vue pro-musulman, surtout avec Modi en ce moment. Et c'était bien joué de la part de la diplomatie israélienne de se rapprocher de l'Inde. Mais tout le reste des BRICS est devenu unanime à condamner Israël, même si la Russie était beaucoup plus circonspecte. Donc, bah, ce cadre maintenant, c'est aussi l'élection du nouveau président argentin, membre des BRICS. Donc, tout ça, ça va officiellement rentrer dans les BRICS en 2024. Argentine, Émirats, Iran, Arabie Saoudite, et Éthiopie et d'autres pays. Et donc, bah, sur ce fond-là, les BRICS en sortent renforcés parce que le nouveau président argentin est pas tellement pro-US et n'est pas un grand fan de la doctrine Monroe. Concernant le mandat d'arrêt international contre Poutine, bon, ça aussi c'était quand même une vaste blague. Bon, il y avait un petit côté symbolique, mais on voit bien que quand on essaie de faire la même chose pour Tony Blair, qui lui a des hectolitres de sang sur les mains, les choses sont tout de suite plus difficiles. Et justement, comme tu as parlé je comptais justement parler de cette élection
de Javier Milei. Alors, on a eu toute une presse, particulièrement une presse de gauche, qui s'est complètement enflammée en montrant qu'il était anti-système, en tout cas le présenter comme anti-système, climato-sceptique, qu'en gros c'était un nouveau Trump 2. Mais en fait, quand on regarde au niveau de son programme, on voit qu'il y a une volonté de redollariser complètement l'économie argentine, que c'est une ultra-libéralisation de toutes les structures publiques de l'Argentine. Et au final, on a vu aussi qu'il semblait avoir des liens avec le World Economic Forum et surtout, il s'affiche clairement en faveur plutôt pro-États-Unis et notamment, il a déclaré qu'il voulait en tout cas, son premier soutien, ça sera le soutien à Israël et qu'il voulait se rendre en Israël une fois élu. Ça serait son premier action diplomatique, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce nouveau monsieur qui est assez excentrique? C'est le cas de le dire. Vraiment un Ouais, euphémisme de le dire. en fait, Trump a créé un style en politique et en Amérique du Sud, ce style a vraiment bien accroché. Il y a qu'à voir Bolsonaro au Brésil. Et en fait, Milei a surfé totalement sur la vague Bolsonaro, à savoir rassurer les milieux d'affaires et en effet faire du libéralisme économique. Alors on sait que l'Argentine, c'est toute une histoire, quoi. C'est une histoire entre centralisation et décentralisation. Beaucoup ont accusé uniquement, disons, le socialisme d'avoir détruit l'économie argentine. Donc rappelons, hein, au tournant du XXe siècle, l'économie argentine était une des plus grandes au monde, elle était dans le top 5 mondial. C'était un fabricant d'automobiles, c'était un gros exportateur, pas seulement de matières premières, mais avec un secteur manufacturier et un secteur industriel très solide, un secteur bancaire solide aussi. Bref, c'était la Suisse de l'Amérique du Sud. Et puis après, il y a eu le grand débat avec le péronisme, bien sûr. Mais d'une façon générale, on a attribué à la gauche argentine la lente destruction de l'économie argentine. Je crois qu'il faut être un peu plus nuancé. C'est la centralisation qui a flingué l'Argentine. Alors, on a eu comment dire, différents arômes de centralisation. Il y a eu la centralisation péroniste, mais après, il y a eu la centralisation de la junte, qui n'était pas tellement socialiste. Mais dans les deux cas, il y a eu un contrôle total des individus par l'État, des initiatives privées par l'État. Et on sait que l'époque où l'Argentine allait le mieux économiquement, en tout cas tirait le meilleur profit de son positionnement exceptionnel. C'est le pays le plus autosuffisant au monde en matière agricole. C'est eux qui produisent le plus de calories par habitant, d'où leur entrée dans les BRICS d'ailleurs, hein. C'est une des grandes raisons pour leur entrée dans les BRICS. Bah, l'Argentine est un pays qui a un esprit de décentralisation naturelle. Genre, sa géographie, comme De Gaulle l'avait dit pour les États-Unis, trop de géographie, pas assez d'histoire. L'Argentine, c'est ça, c'est trop de géographie, pas assez d'histoire. Dans un pays comme celui-là, comme au Brésil d'ailleurs, eh bien, plus de décentralisation et davantage de soutien aux initiatives privées, ou bien de non-interférence, comme disait Pompidou, arrêter d'emmerder les Français, ça ne peut que bien fonctionner économiquement. Par contre, bah, on a quoi, à peu près 70 ans de conneries centralisatrices économiques en Argentine, qu'elles soient de droite ou de gauche. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment ça que je veux souligner, c'est que c'est pas simplement le débat de est-ce que le socialisme a détruit l'Argentine. Le socialisme centralisateur, oui, toujours. Moi, je suis proudhonien, donc j'ai une attitude à gauche qui est toujours décentralisée, même si aucune nation n'a connu vraiment une gauche décentralisée. Mais donc, Milei, lui, surfe sur le Trumpisme. Et le Trumpisme, bah, le fils de Trump, et c'est Jared Kushner, c'est lui qui a négocié les accords d'Abraham. Trump avait un besoin réel d'avoir le soutien d'un certain lobby israélien aux États-Unis. Je dis bien incertain parce que Netanyahou le déteste par contre. Netanyahou et Trump, alors, est-ce qu'il le déteste ou est-ce que c'est de la pure politique? En gros, il est perdant, donc fuck you. Je sais pas trop. En plus, les accords d'Abraham amenaient inévitablement une avenue vers la solution à deux États. Donc, comme Netanyahou est rigoureusement opposé à toute solution à deux États, et d'ailleurs, ça a même été rappelé par Gérard Haro. Bon sang, je penserais pas, j'aurais pas pensé être d'accord avec Gérard Haro un jour. Il me porte pas dans son cœur, mais je le salue parce que il vient de faire une interview où il a détruit Netanyahou, alors que c'est plutôt un faucon néocons, hein, Gérard Haro. C'est même largement un faucon néocons, mais il a détruit Netanyahou sur ce point-là. Donc, la position de Milei, c'est Trump décalqué en Argentine, avec tout ce que ça implique. Mais il ne va pas du tout remettre en question l'entrée de l'Argentine dans les BRICS. Et à mon avis,
il faut, comme tu le fais bien, il faut vraiment séparer la persona publique, sa femme, etc. Parce que c'est vraiment comme Trump, quoi. Il a une femme trophée et tout, etc. Je crois qu'il y a une icône de la communauté LGBT en plus, donc c'est toujours un peu. Il joue sur plein de tableaux, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que alors, on peut pas savoir politiquement s'il va tenir ses promesses, mais sa ligne et ses promesses, c'est décentralisation, entrepreneuriat, le pognon roi et l'entreprise privée, quoi. Et donc, en France, on aura tendance à appeler ça un programme ultralibéral. On peut davantage l'appeler un programme décentralisé, parce que la vraie notion, donc la notion de libéralisme, normalement, c'est l'égalité de tous devant la loi et la possibilité, donc, pour un petit fermier du Midwest de poursuivre les États-Unis en justice, ce qui est complètement impensable en France, où on vit dans un régime de code, etc., depuis Napoléon notamment. Et donc, bon, wait and see, on verra s'il va appliquer son programme. Mais clairement, c'est Trump dans la nuance argentine. Mais justement, la question en fait qui se pose, parce que notamment un de ces programmes, ça serait d'ouvrir éventuellement à des trafics, enfin en tout cas des trafics d'organes. En tout cas, il s'oppose pas à des choses comme l'ouverture, voilà, à vendre des organes. Il y a des questions aussi sur les lois autour des enfants et surtout en fait au niveau des relations internationales. Il y a quand même ce rapprochement très pro-Israël et pro-états-unien. Donc moi, la question que beaucoup de gens posent, c'est est-ce que c'est quelqu'un de anti-système ou ça reste vraiment, enfin, on pourrait dire comme Trump, ou ben, en fait, ben, pas du tout comme Trump. En fait, finalement, ça sera un peu le même pro-américain et au final, à part son discours, on va rester un peu sur les mêmes logiques d'une domination américaine. Hmm. Ça, malheureusement, on pourra simplement le savoir dans plusieurs années. Pour l'instant, il a été élu sur cette base-là. Bon, ce que veulent les Argentins, c'est de la prospérité. Ça, faut être très clair. Même s'ils ont oublié que, à une période, l'Argentine aurait pu être plus riche que le Brésil par habitant, même en fait aussi riche que les États-Unis par habitant. Ça aurait pu être de loin le pays d'Amérique du Sud avec le plus fort PIB par capita, par tête. Et c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, avec le recul et fermement entré dans le 21e siècle, bah, les Argentins se disent on aimerait bien voir de la prospérité en fait. Et ils l'ont élu essentiellement sur l'idée que c'était le plus crédible pour apporter de la prospérité. Et vraisemblablement, tout le reste, ils s'en foutent. La politique étrangère, ça a très rarement été un facteur déterminant dans des élections en Argentine, hein. Bon, même si le péronisme permet de nuancer tout ça, mais entre l'époque de l'opération Condor, l'époque de la junte, bien sûr, la guerre des Malouines, la politique étrangère n'est plus ce qui détermine une élection en Argentine. Alors, c'est vraiment l'isolationnisme. Alors, il peut en gros soutenir qui il veut, je pense. Son électorat s'en foutra. Il y a une grosse diaspora israélienne en Argentine. C'est un pays avec une très forte présence du Mossad. Incidemment, c'est aussi du coup un pays avec une forte présence du Hamas, comme le Mexique et comme le Brésil. Et donc, je pense que l'électorat de Milei, honnêtement, se fout de sa posture en politique étrangère du moment qu'il livre un agenda de prospérité. Et pour l'instant, bah, le lendemain de son élection, il apparaît super crédible pour ça à son électorat. Je ne dis pas à moi, hein, ça je ne sais pas du tout s'il est crédible pour apporter la prospérité en Argentine, même si encore une fois l'Argentine a tout ce qu'il faut pour être un pays extrêmement prospère. Mais son électorat lui fait confiance pour ça. Alors on verra bien sûr si c'était un pétard mouillé ou s'il va vraiment réformer l'économie argentine en la décentralisant, en lui créant un choc de simplification administrative et bureaucratique, en attirant des capitaux étrangers. Ça, c'est quelque chose, évidemment, enfin, qui devient son vrai défi. Et c'est vrai qu'un mec qui fait le guignol et tout semble pas forcément crédible là-dedans. Mais après, c'est un ancien footballeur qui a tout plaqué pour devenir économiste. Et donc, il est possible que sous son approche superficielle d'amuseur public, un peu de clown, ou de mec outrancier, il y ait un véritable homme d'État compétent en économie. Oui, d'ailleurs, je te posais la question parce qu'en fait, au niveau des analyses, il y a vraiment un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on a par exemple Charles Gave qui est plutôt, qui trouve cette élection plutôt positive. Enfin, en tout cas, il a dit dans un tweet. Et inversement, on a d'autres personnes qui, voilà, qui se méfient de son côté un petit peu
pro-atlantiste. Alors, juste, on va passer à l'autre grande nouvelle, entre guillemets, enfin, pour revenir un petit peu sur le conflit là, actuellement en Israël et Palestine. Donc, il y aurait un accord de trêve qui sera en cours. Plusieurs sources contactées par l'AFP, les pourparlers portent sur la libération de 50 à 100 otages en échange de la libération de 300 prisonniers palestiniens en Israël. L'accord comprendrait également une trêve humanitaire de 5 jours renouvelable. Et on a le chef du Hamas qui aurait dit vouloir s'approcher de la conclusion d'un accord de trêve dans la bande de Gaza. Et il a déclaré que son mouvement a livré sa réponse aux frères du Qatar et aux médiateurs. Nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. Il aurait cité dans un message sur son compte Telegram. Pour le moment, le gouvernement israélien n'a pas réagi à ces déclarations. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un faux espoir parce que les nouvelles informations qui sont sorties, on sait que la presse israélienne est beaucoup plus pluraliste que l'immense majorité des presses aujourd'hui occidentales. Alors, sauf le Moyen-Occident, puisqu'aujourd'hui, on peut vraiment appeler la Russie le Moyen-Occident, c'est ce qu'elle est devenue. Mais l'extrême-Occident, comme on dit l'extrême-Orient, c'est vrai que c'est un terme que les Occidentaux n'auraient pas aimé utiliser. Après tout, on utilisait volontiers le terme extrême-Orient, mais on n'a jamais utilisé sur nous-mêmes, en particulier sur les États-Unis, le terme extrême-Occident. Mais la presse de l'extrême-Occident est beaucoup moins nuancée que la presse israélienne. Par peur d'être taxé d'antisémitisme, on sait que c'est même arrivé à Elon Musk. Heureusement, la vérité a prévalu. Elon Musk vient de lancer un procès monumental à ces autres nuances de fact-checkers locaux qui ont montré à quel point ils étaient des terroristes intellectuels. Cependant, une immense majorité de tech press et d'entrepreneurs de confession juive aux États-Unis ont apporté leur soutien à Elon Musk en disant faut que vous arrêtiez les conneries 5 minutes à appeler n'importe qui antisémite. Mais par cette peur, en tout cas, la presse de l'extrême-occident, c'est vrai, n'est pas du tout aussi nuancée que la presse israélienne. Case in point, Haaretz, qui shoot Netanyahou depuis le début de ce conflit, et qui le shootait même avant, mais qui le shoot encore plus, vient de révéler froidement qu'une partie des victimes des attentats du 7 ont été faites par des tirs d'Apache, donc des hélicoptères ont tiré sur des civils israéliens. Parce qu'évidemment, si des hélicoptères tirent sur des civils gazaouis, ça, même la presse israélienne va moins s'en émouvoir. Mais quand c'est quand même très très grave hein. Sur le plan de la politique israélienne, on a Haaretz qui a balancé des preuves que les attentats du 7, certaines des victimes étaient des civils israéliens sur lesquels des Apaches ont tiré. Donc, c'est d'une gravité exceptionnelle, hein. C'est quelque chose qui devrait mener à des procès pendant des décennies. Et peut-être que ça le fera. Mais côté Netanyahou maintenant, ça veut dire que c'est tout ou rien. Il est vraiment en mode all-in là, hein. Il a embarqué tout Israël dans un projet complètement délirant d'évacuer totalement la bande de Gaza. Et maintenant, même le colonel McGregor le dit. Donc c'est de notoriété publique. Il enchaînera sur la Cisjordanie, ce qui a des conséquences incommensurables, hein, parce que ne serait-ce que comment il le justifiera, comment il entend le justifier, d'enchaîner sur la Cisjordanie, raison pour laquelle Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne en Cisjordanie a donné l'instruction très ferme de ne pas parler de Gaza dans tous les prêches des mosquées de Cisjordanie. Donc là, la situation est que on voit une résolution ferme de la part de l'administration Netanyahou-Ben Gvir d'évacuer Gaza et de la rendre inhabitable pour les 2,2 millions de Gazaouis, avec encore une fois des conséquences là aussi incommensurables. Et ça, c'est clair, c'est ferme. Alors, le Hamas peut tenter toutes les trêves qu'il veut, ça n'ira nulle part. Et l'impression que ça donne, c'est que le Hamas avait bien tenté une opération. Alors, c'est ce que dit Haaretz, c'est que le Hamas voulait faire une opération de prise d'otage massive, qui s'était dit, il n'y a qu'à regarder le soldat, comment il s'appelait, Shalit, je crois, qui avait été échangé contre plus de 1000 prisonniers du Hamas. Et pas que du Hamas d'ailleurs, plus de 1000 prisonniers palestiniens. Donc, un soldat gardé en otage plusieurs années par le Hamas avait été échangé contre 1000 Palestiniens. Donc le Hamas s'était dit, on va faire une opération de prise massive d'otages. Et selon les informations d'Haaretz, c'est parti complètement en vrille, avec les informations contradictoires qu'il y avait, avec le fait que l'administration Netanyahou-Ben Gvir avait exigé que toutes les radios amateurs côté israélien n'espionnent plus la bande de Gaza, ce qui aurait permis de savoir tout de suite ce qui se passait.
Et puis il envoie des hélicoptères sur place qui ont tué des Israéliens, quoi. C'est-à-dire les personnes qui sont censées protéger. Euh, donc vraisemblablement, le Hamas lui-même n'avait pas l'intention, c'est ce que je laisse encore une fois la responsabilité à Haaretz de cette phrase, mais n'avait pas l'intention d'avoir un bain de sang complet, mais plutôt une prise d'otage massive. Et cette prise d'otage massive a tourné au bain de sang complet. Maintenant, il y a un autre point de l'enquête qui demeure, c'est est-ce que Netanyahou n'était pas donc au courant à l'avance des événements du Hamas et ne les a pas laissés faire pour en tirer un parti politique, en étant complètement au clair avec le fait qu'il y aurait des victimes civiles. Je rappelle que dans les attentats d'hôtel King David au tout début de la création de l'État d'Israël, des attentats qui avaient donc été commis sur un hôtel britannique, mais dont le financier, dont le fondateur était israélien, était juif, mais futur israélien, et surtout attentats commis par des nationalistes sionistes, bah, il y avait eu plus d'une soixantaine de juifs morts, quoi. Donc voilà, comment dire, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. On va faire un attentat et on va tuer des juifs, tant pis, c'est complètement contraire aux préceptes de la Torah, mais bon, voilà, certaines personnes pensaient comme ça, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et est-ce que Netanyahou aurait pensé comme ça? Bah, c'est ce que Haaretz semble lui reprocher de plus en plus. C'est-à-dire d'avoir su que un événement majeur se déroulait, allait se dérouler, d'avoir refusé de prendre au sérieux les avertissements nombreux, et puis au final, bah, d'avoir laissé ça se dérouler, voire même d'avoir fermé les yeux sur le fait qu'une rave party allait se dérouler juste à côté. Donc, dans ce contexte-là, on voit en tout cas que Netanyahou exploite au maximum la situation pour obtenir quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire passer à la Knesset, soyons clairs, hein, c'est du 49-3, et là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est Haaretz. Haaretz, déjà dans le temps, disait que Plomb durci était un tract électoral pour Netanyahou. Donc, déjà en 2007, c'est ce qu'écrivait Haaretz. Et aujourd'hui, bah, on voit que Netanyahou utilise la situation au maximum pour, pour pouvoir faire quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire voter en Israël. Jamais. Donc, si on se fie à cette analyse-là, bah, le Hamas, d'abord, a fait une énorme connerie, soyons clairs. Mais ça, depuis le début, hein, je veux dire, plein de gens je vois je ne vais pas leur donner de nom d'oiseau, mais je vois des gens me dire alors, Idriss, comment oses-tu appeler le Hamas un groupe terroriste? C'est un groupe terroriste, les gars. Calmez-vous, c'est pas un groupe résistant, ça c'est mon opposition, c'est ma position. Si vous voulez faire de la résistance, si vous voulez soutenir la cause palestinienne, il fallait soutenir ceux qui soutenaient une cause politique, ceux qui défendaient, qui avaient construit au prix de sacrifices colossaux, au prix de plusieurs décennies, le fameux discours de Yasser Arafat aux Nations Unies, je suis venu avec un rameau d'olivier et un fusil, un rameau d'olivier dans une main et un fusil de l'autre, ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Au bout de 70 ans, l'OLP, qui revenait de loin, parce qu'ils avaient quand même fait le massacre de Munich, avait réussi à devenir un interlocuteur politique valable. Et maintenant, avec le Hamas, on revient à l'âge de pierre. Jamais vous me verrez soutenir cette organisation qui fait connerie sur connerie et qui a créé une situation qui lui échappe complètement et où aujourd'hui ils vont perdre Gaza puisque le rapport de force fait qu'il n'y a pas de scénario où le Hamas peut vaincre l'armée israélienne sur le terrain. Donc, et c'est même pour ça d'ailleurs, à mon avis, qu'ils demandent une trêve parce que quand on demande une trêve, c'est pas qu'on est en train de gagner, hein. Donc, bon, Netanyahou ne voudra pas d'une trêve. Il est dans une position où les ingénieurs, le génie militaire israélien contrôle parfaitement la situation avec les tunnels. On pensait que ce serait beaucoup plus grave que ça. Non, non. Pour l'instant, certes, c'est une armée qui est casualty avert, qui est casualty phobique, comme le dit Alexandre Robert dans la chaîne History Legends. C'est vrai que c'est une armée casualty phobique, mais pour l'instant, elle contrôle tellement la situation qu'elle est rentrée dans Gaza et qu'elle a eu que 70 morts, 80 morts. Donc, je ne crois pas du tout que l'administration Netanyahou-Ben Gvir va jouer le jeu d'une trêve. Et je crois que le Hamas se rend compte à quel point il a fait une faramineuse connerie avec cette opération dont il pensait que ce serait un jackpot politique et, euh, et médiatique en mode le soldat Shalit x 200. Et qu'aujourd'hui, bah, ils se rendent bien compte qu'en fait, Netanyahou est en mode on fait pas d'omelette sans casser des œufs. S'il y a deux, trois otages, ou même 20, ou même 30, ou même 50 qui sont tués, tant pis.
Par contre, en échange, on aura Gaza, on pourra construire le canal Ben Gourion, on aura l'accès au gaz et on aura, voilà, je serai un héros des temps modernes sur l'histoire israélienne parce que j'aurai obtenu ce que personne d'autre n'a obtenu. Alors, tant que à parler de ça, il y a vraiment cette question qui se pose, c'est comment on peut, en fait, est-ce qu'il y aurait une solution diplomatique, en tout cas, à ce conflit? On a Joe Biden qui a appelé à une réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Il aurait, en fait, déclaré qu'il voulait en fait une autorité palestinienne revitalisée, dit-il. Il a également menacé de sanctions les colons extrémistes qui attaquent les Palestiniens en Cisjordanie. Il a même dit qu'il souhaitait leur interdire des visas. Et selon lui, Gaza et la Cisjordanie devraient être réunifiées sous une même structure de gouvernance, à terme sous une autorité palestinienne, qu'il fallait se débarrasser du Hamas et surtout, il a insisté sur la solution à deux États, mais reste totalement opposé à un cessez-le-feu. Du côté de Netanyahou, il aurait répondu que l'autorité palestinienne, sous sa forme actuelle, n'était pas capable d'assumer la responsabilité de Gaza. Est-ce que tu partages cet avis là-dessus et qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Joe Biden? Bah, d'abord, Joe Biden n'a aucune crédibilité. On le voit qui parle aux plantes vertes, qui va s'adresser directement à Xi Jinping sans prendre son traducteur. Enfin bon, c'est ça le problème d'avoir. Et on sait maintenant c'est complètement officiel que les élections ont été truquées, hein. Je veux dire, ne serait-ce que médiatiquement, elles l'ont été. Et on a de plus en plus de preuves qui sortent sur l'aspect simplement du scrutin, c'est-à-dire la tenue du scrutin. Est-ce que les règles ont été respectées et même est-ce que des urnes ont été bourrées, oui ou non? Donc c'est ça le problème d'avoir collé un guignol pareil à la tête de la première puissance mondiale dans une période de haute volatilité où ladite puissance est en pleine récession géopolitique. Avoir un pantin pareil, c'est désastreux. C'est une des raisons pour lesquelles Poutine est en train de dominer totalement en Ukraine. Personne ne prend Biden au sérieux. Enfin, il faut être un fact-checker français pour dire que Biden contrôle les États-Unis. On a vu des gens comme ça dire mais si, vraiment, c'est une théorie du complot de dire que Biden est sénile. Bon, littéralement toutes les semaines, on a une preuve de la sénilité de Biden. On a une preuve du fait que c'est l'État profond américain qui contrôle les States, ce qui fait que toute négociation est quasi impossible puisque Poutine va se demander si jamais il veut négocier avec les États-Unis, qui j'appelle? Est-ce que c'est Blinken qui tient la baraque? Est-ce que c'est Barack Obama? Est-ce que et encore une fois toutes ces théories du complot qu'on nous avait présentées, hein, le portable de Hunter Biden, le fait que le FBI soit intervenu dans la censure de cette affaire alors qu'elle était déjà connue et que le New York Post a été sauté de Twitter et que Elon Musk a démontré tout cela, etc. Puis bon, maintenant, on a une nouvelle affaire en plus majeure qui vient de sortir, qui est encore plus grave, c'est que le Pizzagate, vraisemblablement, avait un fond de vérité très solide. Alors, je rappelle, hein, le Pizzagate, simplement pour cette parenthèse, c'était l'idée que Podesta, proche d'Hillary Clinton, puisse avoir des tendances pédocriminelles assumées et avoir eu recours à des services de trafic d'enfants. Et aujourd'hui, il se trouve que le défenseur numéro un de Podesta tombe pour pédocriminalité aggravée. Et c'est cette personne-là qui avait défendu Podesta en disant que le Pizzagate était une théorie du complot. Donc on commence à enchaîner comme ça les diversions médiatiques et Biden en fait partie. Alors maintenant, dans ce contexte de négociations diplomatiques, il va de soi que Biden a encore une fois à zéro crédibilité. Enfin, il suffit de voir comment le prince héritier d'Arabie Saoudite le traite, quoi. Un vieux tchèque comme ça, comme si c'était son livreur Uber, le mec. Enfin, c'est pas sérieux. Et donc, bon, d'abord, essayons d'analyser les choses froidement. Quand l'Inde a pris son indépendance, le Pakistan devait avoir deux territoires disjoints, le Bangladesh et le Pakistan. Et ça n'a pas marché, évidemment, sans surprise, ça n'a pas marché. Deux territoires qui sont infranchissables, qui sont séparés par un ennemi infranchissable, puisque l'Inde, clairement, était un ennemi et l'est toujours. Deux territoires séparés par un ennemi infranchissable, il n'y a pas de chance que ça marche. Bon, si ça n'a pas marché entre l'Inde et le Pakistan, je ne vois pas comment ça marcherait entre Israël et la Palestine. Alors déjà, on doit sanctionner, on doit critiquer les abrutis des Nations Unies qui, en 1947, ont sorti déjà le partage, le plan de partage de la Palestine mandataire était complètement ridicule et stupide.
de base. Il fallait être un technocrate onusien pour croire que ça marcherait. Hein. Quand on voit quelles étaient les frontières, si en plus on ajoute à ça que, bien entendu, le sionisme faisait face à une hostilité naturelle des pays arabes dans la région, même si on peut revenir au sionisme idéaliste. Théodore Herzl disait qu'Israël n'aurait pas d'armée parce qu'elle serait une utopie scientifique, idéale, dans une ère dont elle mettrait les territoires en valeur, etc. Enfin, et c'est ça qui était écrit dans Herzl. D'ailleurs, le nom Tel Aviv est une traduction en hébreu d'une ville idéale de Théodore Herzl qui soulignait volontiers qu'Israël n'aurait jamais d'armée. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Initialement déjà, le plan de répartition des territoires, bah, il créait deux. On avait vraiment l'impression que c'était une sorte de défi topologique, un mathématicien qui essayait de faire une sorte de plongement dans l'espace pour le délire, d'origami compliqué, mais sans aucune considération pour la réalité géopolitique. À savoir, le plan de partage initial en 1947, bah, c'était deux États coupés en deux. Donc, ça n'a pas marché. Évidemment, les Israéliens ayant un rapport de force avantageux ont réuni leur territoire pour qu'ils ne soient pas disjoints. Et à cela, bah, on s'est retrouvé avec la bande de Gaza d'un côté et la Cisjordanie de l'autre. Donc, c'est mort, il faut acter maintenant. Moi-même, hein, j'ai été idéaliste et j'étais pour la solution à un État. À la Herzl, hein, c'est ça, solution à un État. À la limite, on crée une constitution un peu à la libanaise où on dit, voilà, on va avoir des postes réservés aux musulmans, des postes réservés aux juifs et tout. Mais bon, même en supposant que cet idéalisme ait pu avoir une quantité suffisamment loyale et sincère de personnes pour le soutenir, ce qui s'est passé en Afrique du Sud a montré aux Israéliens qu'il fallait surtout pas faire ça. Ce que Bernard Lugan appelle l'ethnomathématique électorale, c'est mort. Et cette ethnomathématique électorale, elle est même en train de détruire Israël de l'intérieur, puisque les ultra-orthodoxes sont en train de devenir majoritaires sur le plan électoral face aux dépravés de Tel Aviv, puisque c'est comme ça qu'ils les voient. Donc, dans ce contexte, bah, je fais le deuil moi-même de mes délires utopiques d'une solution à un État. Peut-être qu'elle arrivera un jour dans 2000 ans, j'en sais rien, en supposant que l'humanité soit assez intelligente pour vivre 2000 ans. Mais dans ce contexte, j'étais pour une solution à deux États. Maintenant, je dois même voir que même la solution à deux États, comme on n'a pas été assez intelligent pour la faire en 95, qui était le moment de grâce entre 94 et 99, il y avait un état de grâce où on aurait pu la faire. Mais les sionistes révisionnistes ont fait tuer Yitzhak Rabin. Ensuite, il y a eu les attentats d'Hébron avec Baruch Goldstein, dont je rappelle que Ben Gvir avait simplement sa photo dans son bureau. Hein. Donc, c'est quand même pas, c'est pas anodin. Il l'a enlevé ensuite quand il s'est rendu compte que ce serait pas tip-top pour les élections, même auprès des Israéliens les plus conservateurs. Et dans ce contexte, bah, moi, je fais aussi le deuil de la solution à deux États. Je dis que maintenant, il va falloir une solution à trois États. Le Hamas a chié dans la colle bien comme il faut, pour moi. Je ne peux pas le dire autrement. Là, je m'adresse à tous les musulmans pro-palestiniens qui ont une tendance naturelle à être, évidemment, et je la comprends, hein, à être pro-palestiniens. Vraiment, le Hamas a chié dans la colle à vitesse grand V. Ne croyez pas que ces mecs sont des héros, ne croyez pas que ces mecs sont des résistants. Ce sont de sombres abrutis qui ont mis Gaza dans une situation absolument catastrophique, qui croyaient faire un coup de génie en chopant un max d'otages et qui en fait ont fait la pire connerie dans la région depuis au moins 40 ans. Et ne croyez pas que ces mecs sont ou intelligents, ou visionnaires, ou résistants. Ils sont aucun de tous ces qualificatifs. Et donc, du coup, bah, maintenant, il faudrait singapouriser Gaza. Alors, c'est clairement pas ce que veut Netanyahou. Hein. Donc, une solution, ça serait des concessions, même côté cisjordanien. Alors, il va falloir faire des concessions, dire, bon, le territoire, les frontières de 67, je pense qu'il va falloir les oublier, les copains, là, parce que ça, c'est maintenant, alors je sais que ça y est, bah, c'est normal vu que je suis agent du Mossad, je vais dire voilà, les frontières de 67, il faut les oublier. Parce que question rapport de force, il y a pas de scénario où le rapport de force cisjordanien peut retrouver les frontières de 67. Hein. Donc, et il n'y en aura plus puisque Israël est un État nucléaire et que le seul rapport, alors, si, le seul rapport de force, ce serait que magiquement, la majorité de l'électorat israélien deviennent pro-ONU et disent allez, on a été vache avec les Palestiniens, ils sont gentils et ils sont exemplaires et on va leur restituer des territoires et on va créer un statut spécial pour les colons, puis on va encourager
une alia intérieure, une remigration des colons ultra-orthodoxes qui pensent que la Cisjordanie leur appartient, bien entendu, bah, on va les convaincre que les Palestiniens sont des chic types qui méritent qu'on leur rende les frontières de 67. Bon, en admettant que ce genre de truc soit possible, même en fumant beaucoup de weed, le Hamas l'a détruit. Je veux dire, le Hamas, à aucun moment, on a un Israélien qui va dire les Palestiniens sont des chic types. C'est mort. Or, le seul scénario qu'aurait pu rendre les frontières de 67, ça aurait été que les Israéliens eux-mêmes se disent finalement les Palestiniens sont des chic types. Voilà. Et on les respecte et et on va leur rendre les territoires de 67. Bon, tout le reste, tous les autres scénarios, genre occupation militaire, etc., bah, c'est mort. Israël a la bombe atomique. Et puis qui va aller se battre militairement? Qui va envoyer des tanks pour forcer Israël à reprendre les frontières de 67? Qui va faire ça? L'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran? Donc, la situation réaliste aujourd'hui du rapport de force, c'est que si Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne réfléchissaient un peu plus loin que de se faire construire des piscines en Cisjordanie et se disaient, bon, ça serait bien si on veut vraiment avoir un État, bah, ils vont être obligés de faire des concessions. Et ils peuvent encore, peut-être ils peuvent encore, en faisant un appel à la gauche israélienne et en parlant aux derniers Israéliens qui pourraient penser, avoir un vague début de pensée de les Palestiniens sont un peu des chic types quand même, vite fait, quand on parle au bon, et ben s'ils faisaient des concessions territoriales, ils pourraient avoir un État cisjordanien. Alors, c'est encore une fois très utopique parce que, en admettant même que politiquement ça soit sur les rails, donc il faudrait quand même beaucoup de choses. Il faudrait que ce soit politiquement sur les rails, donc il faudrait avoir touché cette gauche israélienne, etc. Et ensuite, il faudrait qu'il n'y ait pas d'attentat. Parce qu'après, l'extrême droite israélienne, rien l'empêche de faire un attentat comme elle a fait avec les accords d'Oslo. Je veux dire, bon, bah voilà, on a eu d'une part l'assassinat d'Yitzhak Rabin, d'autre part l'attentat avec l'attentat du caveau des patriarches, l'attentat d'Hébron avec Baruch Goldstein. Et puis voilà, tout a sauté. Tout a sauté. Donc là, il faudrait une sorte d'état de grâce où on est un Nelson Mandela palestinien respecté par les Israéliens, auquel les Israéliens voudraient parler, et qu'il n'y ait pas d'attentat. Et là, à cette condition, bah, il faudrait clairement faire des concessions territoriales, dire, bon, la Cisjordanie de 67, c'est fini. Il y a eu des moments où vous auriez pu l'avoir, mais c'est fini. Donc, il va falloir lâcher des bouts de Cisjordanie, je parle du point de vue palestinien. Évidemment, pour l'extrême droite israélienne, il va falloir accepter que cette Judée-Samarie eh bien, ne sera pas dans les frontières israéliennes totales. Et après, pour Gaza, il va falloir en faire une cité-État, ce qu'elle a toujours été dans l'histoire. Gaza, les peuples de la mer, Ashkelon. Alors Ashkelon, maintenant, bien sûr, c'est côté israélien, mais les Pentapôles, c'était des cités-États, quoi. Les Philistins ont vécu dans un système de cité-État. Et la nature même de Gaza, c'est d'être une cité-État. Donc, il va falloir faire de Gaza une cité-État. Et ça serait la solution idéale. Même idéalement, c'était parce qu'on voit bien que c'était une connerie d'évacuer les colons de Gaza. C'était avec le recul. Évidemment, le Hamas était très content quand les colons de Gaza ont été évacués. Sauf que bah, ce niveau de vivre ensemble, entre guillemets, bon an, mal an, il empêchait de raser Gaza. Et à partir du moment où les colons israéliens ont quitté Gaza, et ben là, on pouvait raser Gaza. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que même si, en admettant même que les civils soient majoritairement épargnés, ce qui semble quand même compromis, la zone sera inhabitable. Ce sera un tas de ruines. Personne ne pourra habiter là. Il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas de magasins, il n'y aura pas d'écoles. Ce sera impossible d'habiter là. Et c'est le but pour Netanyahou. Donc, la solution idéale, selon moi, ce serait de singapuriser Gaza, d'en faire une cité-État avec des concessions symboliques fortes à la culture juive, du genre, je sais pas moi, le respect du Shabbat, des trucs comme ça, enfin des concessions diplomatiques très fortes mais symboliques, et puis voire même une constitution de cette cité-État qui garantirait qu'il y ait un juif au gouvernement de tout temps, voilà, qui serait minoritaire mais qui serait présent. Cet entre-là aurait été beaucoup plus salutaire pour les Palestiniens et pour les Gazaouis en particulier. Mais là, bon, encore une fois, il va falloir un leader de paix exceptionnel. Il va falloir un Mandela croisé Martin Luther King avec un arrière-grand-père qui soit Gandhi pour amener ce genre de situation et de considération sur la table politique en Israël.
Mais d'ailleurs, je me permets de commenter cette vision que tu avais justement idéale d'une solution à une État, ce qui est souvent prôné par les pro-palestiniens et qui, par exemple, cite souvent Shlomo Sand, l'historien Shlomo Sand, qui a beaucoup critiqué le sionisme. Et lui-même, Shlomo Sand, en fait, il disait que par réel politique, il est pour une solution à deux États. Il dit qu'une solution à une État n'est Ah pas oui. possible. Donc là-dessus, tu le rejoins, mais c'est important aussi voilà, de rappeler Ouais, que aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que bon, Shlomo Sand donc, a écrit ce fameux ouvrage qui est en effet détesté de la droite israélienne, mais pas que, comment le peuple juif fut inventé. Mais bon, si je voulais critiquer Shlomo Sand, je dirais que tous les peuples, dans ce cas-là, sont inventés. Je veux dire, tous les peuples. Enfin, la seule définition génétique, biologique d'un peuple, c'est les haplogroupes. Alors bon, c'est sûr qu'entre les juifs des montagnes, les séfarades, les ashkénazes, les halachas et les juifs d'Ouzbékistan et comme l'arrière-grand-père du rabbin Ron Chaya, par exemple. Enfin, bon, oui, c'est toujours dire que tous les juifs sont des descendants matrilinéaires de la lignée d'Isaac. Bah, évidemment, quand on est un tout petit peu scientifique, on a du mal à y croire, c'est normal. Mais c'est valable pour tous les peuples. Je veux dire, ça va pas changer. Maintenant, que les Juifs aient décidé de se doter d'une notion de peuple-religion, c'est leur droit, et ils l'ont fait, et ils s'en sont donné les moyens géopolitiques avec un rapport de force qui les a amenés dans cette situation. Mais évidemment, leur position après, c'est de dire, bah oui, vous dites, alors si la réponse de l'extrême droite israélienne à Shlomo Sand, c'est de dire, bon, vous dites que le peuple juif est inventé, bah nous on vous dit, il y a un autre peuple qui est inventé, c'est le peuple palestinien. Voilà. Et ils seront prêts à vous écrire plein de livres en disant le peuple palestinien est un peuple inventé, qui a été créé par les Arabes juste pour faire chier, alors que les Arabes possèdent je ne sais pas combien de dizaines de milliers de fois le territoire israélien dans le monde. Ils ont un territoire qui est littéralement, on pourrait mettre 10 000 fois Israël dedans, et ils viennent nous emmerder en prenant, je ne dis pas que c'est mon point de vue, hein, mais je dis que c'est le point de vue israélien, et ils viennent nous emmerder en nous mettant l'épine de Gaza et l'épine de la Cisjordanie dans notre territoire qui est déjà ridiculement petit. Ça, faut bien admettre que le territoire israélien est ridicule. Les seuls territoires qui sont pires, c'est la Cisjordanie et Gaza. Bon, et le Liban est plus petit, mais le Liban a d'excellentes frontières. Le Liban ne risque une invasion que d'une frontière qui est facile à défendre par le Hezbollah aujourd'hui. Donc, voilà les points de vue qui sont sans fin si on parle là-dedans. Mais c'est vrai que observer que même Shlomo Sand dit en fait la solution à un État, c'est mort. Moi, j'en fais mon deuil, hein, parce que je suis un idéaliste Jules Verne. En plus, j'ai fait ma thèse de géopolitique sur la noopolitique, donc sur le fait que la connaissance, injecter de la connaissance dans un territoire peut transcender les conflits, et que oui, en mettant énormément d'innovation dans le territoire cananéen, pour ne fâcher personne, dans Canaan, si on avait injecté énormément de crédit et d'innovation en Canaan, on aurait pu en faire un ultra Singapour du Nil jusqu'au Liban, avec un pouvoir d'attractivité faramineux, etc. Mais bon, de toute évidence, aucun peuple n'était assez mature pour ça dans ce conflit. Et après, on a le côté biblique qui est, bon, de toute façon, c'est notre territoire. Les mosquées et les églises n'ont rien à foutre sur ce territoire. Et bah, les gens qui pensent comme ça, on ne pourra jamais leur parler nos politiques. Donc, dans ce contexte-là, oui, je fais le deuil de la solution à un État. Je vois que Shlomo Sand l'a fait aussi. Et qu'en réalité, il va falloir faire une solution à trois États, si tant est qu'elle soit encore possible. Puisque là, à l'heure où on parle d'une solution qui mettrait des années à être implémentée, de singapouriser Gaza, d'y injecter des masses de crédits, si l'Arabie Saoudite, au lieu d'essayer de construire une ligne en plein désert, essayait de singapouriser Gaza, ça serait nettement mieux. Eh bien, à l'heure où on parle de tout ça, on a Netanyahou qui est en train de rouleau compresser tout ça bien comme il faut et qui, dans moins de 6 mois, pourrait avoir évacué la totalité de Gaza. bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue et c'est d'ailleurs l'accord de la plupart des analyses que j'ai vues sur le sujet. Alors, il y a une autre grosse information dont il fallait absolument parler dans l'entrée de cet octogone, excusez-moi, j'ai du mal à parler. C'est le fameux passeport numérique européen qui vient d'être officiellement annoncé. Alors, on parle d'une théorie complotiste qui a été niée par les fact-checkers pendant
des années. Hein. On nous a traités longtemps de complotistes parce qu'on disait qu'elle allait avoir ce passeport. Et là, Thierry Breton l'a vraiment officiellement annoncé. L'accord européen est passé. Le portefeuille numérique devrait promouvoir une identité numérique, pouvant être associée à divers documents comme un permis de conduire, les comptes bancaires, des diplômes. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet vraiment en particulier? C'était important d'en parler, je Bah, pense. c'est extrêmement grave. L'Union européenne est en train de devenir comme l'Union soviétique. Il y a des apparatchiks qui profitent du système et qui sont intouchables, comme Ursula von der Leyen, etc. Exactement comme en Union soviétique. On nous parle de la construction européenne exactement comme en Union soviétique, on nous parlait de la construction du communisme. C'est la même chose. Tous les matins, on se lève, on dit les élites qui vont faire la construction européenne. Et ben, comme on disait, les élites et les apparatchiks qui vont faire la construction du communisme qu'on ne verra jamais. Et en fait, ce n'est qu'une vaste mafia qui détruit les libertés individuelles, qui n'est absolument pas élue. Personne n'a voté pour ce pass numérique européen. C'était en effet présenté par tous les criminels de l'information, parce qu'à ce niveau-là, il faut appeler les fact-checkers par leur nom, des criminels de l'information, des gens qui ont dit que les myocardites n'étaient pas graves, des gens qui ont dit qu'on n'aura jamais de passe vaccinal, des gens qui ont dit que Linky n'allait jamais être utilisé pour rationner les gens en énergie. Alors qu'on voit que c'est le cas, c'était une énième théorie du complot qui s'est avérée authentique. Eh bien, tous ces criminels de l'information qui empêchent le peuple de réfléchir jusqu'à ce qu'il soit trop tard, puisque c'est bien ça, on voit leur rôle, on voit bien comment fonctionne ce système. Ce sont des gens qui sont là pour terroriser intellectuellement le peuple, pour qu'il se laisse dépouiller de ses libertés fondamentales, pour que quand le peuple dise mais attendez, ce pion qui a été placé par quelques apparatchiks européens, ne serait-ce pas un pion qui risque de menacer mes libertés fondamentales? Non, si vous pensez ça, monsieur, vous êtes un complotiste, vous êtes... Alors, on sait bien que de complotiste à criminel, génocidaire, il n'y a qu'un pas. Et certains, d'ailleurs, ont essayé de pratiquer ce déshonneur par association. Eh bien, on voit que ce terrorisme intellectuel était là pour éviter tout débat public jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et c'est systématiquement comme ça que ça fonctionne. On empêche tout débat public en insultant les gens, en les terrorisant intellectuellement, en détruisant leur carrière, en détruisant leur image, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et maintenant, c'est trop tard. Ça y est, pendant les 2-3 années où le peuple aurait pu s'opposer, on lançait des ballons d'essai, comme le dit Béatrice Rosen, et je crois que c'est un terme qui vient en effet ballon sonde de Chomsky, eh bien, on lançait ces ballons sondes, et la grande terreur, c'était que le peuple se réveille en disant non, nous ne voudrons jamais d'une identité numérique. Pour empêcher que le peuple se réveille, on a une bande de criminels de presse qui appellent les lanceurs d'alerte des complotistes et qui les attaquent, les décrédibilisent, essaient de terroriser intellectuellement toute personne qui se rapprocherait d'eux. Et ensuite, c'est trop tard. Ce passeport numérique est passé, est en voie d'être adopté, et c'est une horreur, c'est une abomination au sens de toutes les valeurs pour lesquelles des centaines de milliers de Français se sont battus, liberté, égalité, fraternité, le droit de ne pas être tracé, le droit de l'homme, hein, l'ouverture de la correspondance, etc. Et ce que va emporter ce passeport numérique va ouvrir la possibilité d'un contrôle social à la chinoise, avec crédit social, avec possibilité de vous interdire l'accès à certains lieux, à certains voyages, à certains emplois, et de détruire fondamentalement vos libertés, eh bien, c'est gravissime et c'est en effet dans l'octogone qu'on devait en parler. Donc, vraiment, merci Amélie Ismaili d'avoir fait cette ouverture et qu'on termine cette ouverture donc, pour la version gratuite de l'octogone sur cette information parce que c'était une information en effet très grave. Bon, maintenant, on va continuer le journalisme citoyen avec la version longue et merci à nos abonnés hein, qui soutenaient notre chaîne parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce journalisme citoyen. Hein. C'est pas quelque chose de simple pour nous. Donc, merci. Hein. Abonnez-vous à Octogone, abonnez-vous à Scandaria. On a aussi toutes les masterclass sur Scandaria. On va vous en sortir des nouvelles. Une avec Gunther Pauli qui arrive dans 2 mois. Et il y en a d'autres que j'ai enregistrées. Comment faire une bonne présentation et culture générale. 2 nouvelles masterclass qui arrivent. Et on a celle avec Philippe Béchade qui vient de sortir sur Scandaria. Sagesse financière, comment protéger son patrimoine. C'est grâce à vous, hein, c'est grâce aux scandéristes qu'on peut faire ce genre de travail. Merci Amélie. Et enchaînons maintenant sur l'actualité plus profonde.